Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un oral qui est tombé au concours Minpon de physique. Si tu es courageux et que tu veux chercher tout seul, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir et de trouver cet exercice par toi-même. C'est bon, si t'as bien cherché, on peut passer à la correction. Ici, on vous dit qu'on considère un astre de rayon R, un tunnel rectiligne transperce l'astre de part en passant une distance minimale R0 du centre O de l'axe. On lâche une particule ponctuelle de masse M à l'entrée du tunnel, elle glisse dedans sans frottement, et ce qu'on veut savoir, c'est le temps mis pour parvenir à l'autre extrémité du tunnel. Donc là, il faut bien réfléchir, et donc comme toujours, c'est une question qui est ouverte. Donc la première chose à faire quand vous avez une question ouverte comme ça, c'est vous demander quels sont les chapitres que vous allez devoir utiliser. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a forcément de la mécanique, on vous dit qu'on lâche une masse quelque part et qu'elle arrive à un autre endroit. Donc forcément, il y a une histoire de mécanique. Et aussi, on a un tunnel qui est dans un astre, donc ça, c'est pas facile, il faut essayer de comprendre un peu c'est quoi les forces qui vont exister. Et comme on vous dit qu'il n'y a pas de frottement, la force qui va exister, c'est le poids. Par contre, dans ce tunnel, le poids va pas être le même partout. Donc là, vous sentez que vous allez devoir faire appel à ce que vous connaissez en gravitation. Une autre manière de se rendre compte de ça, c'est de faire un schéma. Donc c'est super important en physique, je pense que presque systématiquement, il faut faire un schéma. Et donc le schéma, le voici. On a ici notre astre, avec notre tunnel, le point B, le point A. Et là, on peut repérer, en fait, vous voyez qu'on va avoir une question de passer, en fait, des coordonnées cylindriques aux coordonnées rectilignes, parce que le tunnel, on est en ligne droite, et ici, on est en sphérique. Et donc là, j'ai défini un angle θ comme ça. Et donc ici, on peut considérer, en première approximation, que l'épaisseur du tunnel est fine devant le rayon. Donc en l'occurrence, si c'est le rayon de la Terre, on imagine que ça va faire quelques dizaines de mètres, par exemple. Une dizaine de mètres, déjà, c'est pas mal pour un tunnel, et qui est très grand devant le rayon de la Terre, qui est plusieurs milliers de kilomètres. Donc voilà, ça c'est déjà une première approximation qu'on peut faire. Vraiment, faut pas hésiter quand vous avez une question ouverte comme ça à faire un maximum d'approximations pour pouvoir avancer et aussi pour pouvoir amorcer la discussion avec l'examinateur. Donc à ce stade, on a déterminé qu'en fait, on a un problème qui est lié à la gravitation et donc il faut appliquer le théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss pour la gravitation, c'est en général pas votre tasse de thé, donc on va refaire ensemble la démonstration. L'idée, c'est qu'on a en fait l'analogie entre le champ électrique et la gravitation, et donc pour le champ électrique, on sait qu'on a div de E qui est égal à ρ sur epsilon 0, où ce ρ ici, c'est une densité volumique de charge. On connaît la force d'interaction coulombienne, c'est Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R2 selon UR. Et donc, on sait qu'il y a une force qui marche à peu près pareil, qui est la force de gravitation. La force d'interaction gravitationnelle, elle a presque la même forme, c'est moins G M1 M2 sur R carré, où ce grand G, c'est la constante de gravitation universelle. Et il faut faire attention qu'il y a toujours un moins, parce que c'est une force qui est toujours attractive. Et maintenant, pour le théorème de Gauss, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est que ce div de G. C'est ρ fois quelque chose. Donc pour trouver ce quelque chose, il suffit de faire en fait l'analogie pour les forces. Et je vois qu'en fait, là, j'ai le 4 pi epsilon 0 qui va être l'analogue de moins 1 sur G. Tout simplement en regardant dans les forces, ok, qu'est-ce qui est le préfacteur à chaque fois. Et donc, voilà, j'ai cette équivalence ici. Et donc, je trouve que 1 sur epsilon 0, alors j'ai mis égal, ce qui est totalement faux, faut surtout pas mettre un égal ici, on va mettre la petite double flèche qui est un peu ambiguë comme ça. Et donc, le 1 sur epsilon 0 en électromag, c'est l'équivalent de moins 4 pi G pour la gravitation. Et donc, je peux trouver comme ça le théorème de Gauss par analogie, le théorème de Gauss gravitationnel, qui est la double intégrale de GdS sur une surface fermée, qui est moins 4 pi G fois la masse intérieure qui est enfermée par cette surface. Ok, donc là on l'a retrouvé. C'est pas grave si vous le connaissez pas par cœur, comme à peu près tout. Ce qui est important, c'est de savoir le retrouver facilement, et vous voyez que ça se fait en quelques lignes ici. Et donc, on a cette formule du théorème de Gauss qui va nous permettre de trouver G. Alors, à ce stade, il faut faire évidemment comme d'habitude l'étude des symétries, des invariances, avec les plans de symétrie, les invariances de rotation. Donc là, on voit qu'en fait, n'importe quel plan qui passe par le rayon va être un plan de symétrie. Et pour les invariances, vous avez des invariances pour toutes les rotations. Donc finalement, vous avez un champ de gravitation G qui dépend de R et qui est uniquement selon ER. On applique le théorème de Gauss
sur une sphère de rayon R, et ça me donne G2R fois 4pi R2 est égal à moins 4pi G fois ρ fois 4 tiers de pi R3. Donc ça c'est pour la masse intérieure, parce qu'en fait la masse dépend de là où on est. Donc elle dépend de R. Et donc finalement on trouve que G de R c'est moins 4 tiers de G ρ fois pi R. Donc là vous retrouvez un résultat qui est à peu près le même en électromag. Si vous vous souvenez, quand on fait l'exercice de la boule uniformément chargée, on a un champ qui est linéaire, qui est linéaire selon R, quand on est à l'intérieur d'une sphère uniformément chargée. C'est exactement la même chose pour la gravitation, pour l'accélération de la pesanteur à l'intérieur de cette sphère. Maintenant, moi ce que je veux, c'est appliquer ça à un point de masse M, donc j'ai Fg qui est égal à moins 4 tiers G ρ pi R M E R, donc ça c'est la force d'interaction gravitationnelle, en fait c'est G de R fois M fois cette petite masse, et donc ce qu'on veut, cette force, vous voyez, elle va être radiale comme ça, et donc ce qu'on veut c'est savoir c'est quoi la force qui reste dans le tunnel, parce que vous, la masse que vous avez, elle se balade à l'intérieur du tunnel, donc il faut projeter cette force sur la direction du tunnel. Et donc pour la projeter, tout simplement, on va avoir un cos θ qui va apparaître comme ça. Donc cette force-là projetée, je l'ai appelée Fx, qui est F de G fois cos θ, et en plus, pareil, il faut passer de x à R, et donc j'ai la relation x est égale à R cos θ. Finalement, j'applique le principe fondamental de la dynamique, je ne l'ai pas mis, mais ça, c'est naturellement le PFD, et ça me donne mx seconde est égal à moins 4 tiers de G ρ pi R M cos θ. Donc là, c'est un peu la magie du problème, c'est que je retrouve que ce R cos θ ici, c'est x, et donc je peux simplifier, et j'obtiens x seconde plus 4 tiers de G ρ pi x est égal à 0. Et ça, en fait, c'est un oscillateur harmonique à la pulsation oméga 0 est égal à racine de 4 tiers de pi G ρ. Et on retrouve un temps caractéristique qui est ce 1 sur racine de G ρ, c'est le temps caractéristique ici. Et en fait, ça, c'est le temps caractéristique d'un effondrement gravitationnel. Alors j'ai fait un autre exercice l'année dernière qui tombait à l'X sur l'effondrement gravitationnel d'un nuage, et justement, on retrouvait exactement ce temps caractéristique, donc tu peux voir la vidéo juste ici. Voilà, donc là c'est un oscillateur harmonique, et je suis pas allée jusqu'au bout de la question, il faut déterminer le temps mis pour parvenir à l'autre extrémité du tunnel, mais normalement tu peux y arriver une fois que tu as eu la fréquence de l'oscillateur harmonique, et donc je vous laisse y réfléchir et me donner la réponse numérique en commentaire. J'espère que cet exercice vous aura été utile. Vous voyez que c'est un exercice qui est une question ouverte. Ça a l'air simple comme ça parce que la correction est courte, mais en fait, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de modèles à construire derrière. Et si vous avez un exercice en question ouverte le jour de l'oral, il ne faut pas oublier de commencer à bien poser le problème, établir votre stratégie de résolution, faire un beau schéma, ce qui peut vous permettre de discuter en plus avec l'examinateur, qui peut vous aider un peu.